Bonjour, bienvenue à Histoire de passer le temps. Pour la saison estivale, nous vous proposons d'écouter les différents panels du colloque Jean-Marie Fecteau, édition 2021. On vous rappelle que vous pouvez écouter toutes nos chroniques à Histoire de passer le temps sur Facebook, sur Internet à choc.ca et sur la plupart de vos plateformes de balado-diffusion préférées. Alors, comme il est 14h15, je vous propose de commencer. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à ce panel intitulé « Stéréotypes, clichés et représentations auprès des étudiants et étudiantes au Québec » du colloque Jean-Marie Fecteau pour l'édition virtuelle 2021. Pour la suite, je cède la parole à Mme Christine Chevalier-Caron, chargée de cours au département d'histoire et spécialisée en histoire des femmes et des séfarades. C'est à vous. Donc, bonjour à tous et à toutes. Merci de m'avoir demandé de présider ce panel et bienvenue aux panélistes. Donc, on va commencer, on va aller dans l'ordre en fait des présentations. Aujourd'hui, ce panel-ci va vraiment contribuer à l'histoire de l'éducation et surtout aux représentations dans l'histoire de l'éducation et surtout à l'histoire de l'enseignement de l'histoire. On va vraiment aborder deux thématiques très différentes, mais à la fois qui participent les deux un même champ comme spatial qui est le Québec et l'enseignement actuel au Québec. Donc, la première panéliste est Joanie Daigneault et sa présentation a pour titre « Le stéréotype présent dans l'enseignement de l'histoire autochtone au Québec ». Le deuxième panéliste est Mélissa Benjamin, dont le titre de la présentation est « Les clichés à propos des gladiateurs, la gladiature véhiculée dans les films de gladiateurs et Pompéi dans les représentations des étudiantes de cégep ». Donc, merci pour votre participation et je passe la parole donc à Joanie Daigneault. Donc, bonjour à tous. Et dans le cadre de mes recherches de maîtrise, en fait, sous la direction de Mme Julia Poyet, je m'intéresse aux difficultés auxquelles font face les enseignants, les enseignantes du secondaire dans l'enseignement de l'histoire autochtone, en particulier en ce qui a trait aux pans plus difficiles, plus tragiques de l'histoire autochtone, comme les pensionnats, les enlèvements d'enfants, la sédentarisation forcée, etc. Comment les éléments de matière en lien avec les Autochtones qui se trouvent dans les programmes ministériels d'univers social sont enseignés en réalité par les enseignants, donc comment ça se transpose dans la réalité. Ma recherche, en fait, m'a été inspirée d'un mémoire de maîtrise australien écrit par une chercheure qui s'appelle Sarah Booth, qui a fait exactement la même recherche que moi, en fait, qui s'intéressait aux mêmes difficultés auxquels font face les enseignants australiens dans l'enseignement des éléments de matière en lien avec les aborigènes et les indigènes australiens. Et elle en était venue à la conclusion, en fait, que même s'il y a beaucoup d'éléments de matière en lien avec les Autochtones dans les programmes ministériels, dans la réalité, ça ne se transpose pas nécessairement très bien. En fait, la qualité de l'enseignement est très variable d'un enseignant à l'autre, d'une école à l'autre également. Il dépend beaucoup de l'intérêt et de la motivation personnelle des enseignants et surtout leur conviction que c'est une matière qui est importante, qui est pertinente socialement. Donc, il y a vraiment des grandes variations au niveau de la façon dont l'histoire des aborigènes et des indigènes australiens est enseignée. Et il y a aussi la problématique, en fait, du manque de formation qu'on retrouve qui est partout, là, en lien avec les contenus autochtones, ce qui fait que les contenus autochtones sont souvent évités ou présentés d'une façon qui est folklorique, qu'on pourrait aussi appeler colonialiste. Donc, c'est ce constat-là qui a piqué ma curiosité et qui m'a amené à vouloir poser les mêmes questions aux enseignants du Québec en ce qui a trait à nos Autochtones d'ici. Je m'intéressais en fait à quels pans de matière sont privilégiés, quels sont laissés de côté, quels sont les moyens pédagogiques aussi utilisés, parce qu'il ne suffit pas de l'enseigner, il faut aussi savoir comment c'est enseigné. Et donc, je procède par entrevue et j'en suis en ce moment à collecter les données. Mais bref, dans le courant de mes recherches, dans ma revue de littérature, je me suis intéressée beaucoup aux stéréotypes et aux problèmes qui marquent l'enseignement de l'histoire autochtone au Québec, tant historiquement qu'aujourd'hui, parce qu'on est tributaire du passé aussi dans notre culture d'enseignement. Donc, comme il a été mentionné, en fait, ma recherche fait une grande part à l'histoire de l'enseignement de l'histoire et à la culture d'enseignement de l'histoire. J'ai pu relever donc 5 problèmes qui sont récurrents dans notre culture d'enseignement de l'histoire autochtone, des Autochtones au Québec.
ces 5 éléments-là, beaucoup qui m'ont aidé à construire mon outil de collecte de données, mais donc je me propose de vous les présenter tout de suite. Donc, le premier problème, la première problématique qu'on retrouve dans l'enseignement de l'histoire des Autochtones, c'est une propension à homogénéiser à outrance les différentes cultures autochtones, à les simplifier à l'extrême et donc à se retrouver à les présenter d'une façon qui est folklorique. Ça, c'est une propension historique là, qui relève en fait d'une méconnaissance des allochtones vis-à-vis des Autochtones. On les connaît peu, donc on a de la difficulté à les présenter de façon plus individuelle pour chacune des nations. Ça amène en fait une présentation tant dans les films, les livres que dans les cours d'histoire. On présente une espèce d'Autochtone mythique fabriqué à partir de caractéristiques d'Autochtones de différentes nations. Le meilleur exemple qu'on pourrait donner, c'est la fameuse coiffe à plumes qui est devenue vraiment mythique là, dans la représentation iconographique qu'on fait des Autochtones, alors qu'on sait qu'en réalité, au Canada, à ma connaissance, très peu de nations autochtones, sinon aucune nation autochtone portait vraiment la coiffe à plumes. Ça venait plutôt des Autochtones américains du sud des États-Unis. Mais c'est tellement devenu omniprésent que certaines nations ont commencé à porter des symboles comme ça pour s'identifier à cette iconographie-là. La réalité, en fait, c'est qu'il y avait 200 langues autochtones qui étaient parlées en Amérique du Nord au moment où il y a eu les premiers contacts avec les Européens. Donc, ça montre une culture et une richesse de culture autochtone, variété, une richesse de culture autochtone qui est assez peu représentée, en fait, dans les cours d'histoire. Évidemment, on ne s'attend pas à ce que tous les profs soient des spécialistes de toutes ces nations-là. Ça ne se peut pas, puis c'est pas ça qu'on souhaite non plus. Mais il y aurait la nécessité d'être conscient, d'être sensible au fait qu'au Québec, il y a 11 nations autochtones qui ont des particularités différentes, d'avoir une curiosité par rapport à d'en apprendre plus sur chacune d'entre elles, peut-être celles qui sont à proximité de nous pour commencer. Mais déjà, d'avoir cette sensibilité-là amènerait d'éviter justement une folklorisation des cultures autochtones. Deuxième élément qui apparaît problématique, c'est la représentation des femmes autochtones, souvent dans les livres d'histoire ou dans les films et les œuvres de fiction également historiques. En fait, on l'a souvent réduit, cette problématique-là, avec l'expression « le mythe de l'Indienne facile ». Je trouve que c'est un sujet qui est particulièrement pertinent parce qu'il y a des conséquences très visibles encore aujourd'hui à ce mythe-là. En fait, tout ça est parti des premiers missionnaires jésuites, pour la plupart, qui étaient allés à la rencontre des peuples autochtones, des Premières Nations en particulier, au 17e siècle, et qui ont été très choqués par la façon dont la sexualité était vécue dans les communautés autochtones, parce que ça ne correspondait pas à la morale chrétienne de l'époque, évidemment. Et il y a comme une espèce de fixation qui s'est développée sur la prétendue liberté de mœurs des Autochtones, le fait que leur sexualité serait débridée, etc. Et ça a amené une vision des femmes autochtones très, très sexualisée en tout temps. Et d'ailleurs, si vous écoutez parfois des films qui mettent en scène des Autochtones, ou vous lisez des livres de fiction à ce sujet-là, vous saurez qu'un thème récurrent, c'est toujours la liaison amoureuse torride entre l'homme blanc et la femme autochtone, qui est toujours présentée d'une façon très sexuelle. Et c'est toujours un homme blanc et une femme autochtone, jamais l'inverse par ailleurs. C'est omniprésent dans les représentations. Donc, c'est ce fameux mythe de l'Indienne facile qui, supposément, se serait donné de bon gré aux hommes blancs de passage dans le cadre de sa sexualité débridée. Il y a des chercheurs qui ont fait un lien entre un peu l'image de ces territoires d'Amérique à prendre, à conquérir et ces corps de femmes qu'on allait conquérir également. Et évidemment, il y a plusieurs problèmes dans cette représentation-là parce que ça mène une fois de plus les désirs et les besoins de l'homme blanc au cœur de l'histoire, au cœur de notre vision, de notre histoire. Et comme je le disais, c'est un mythe qui a des conséquences graves jusqu'à aujourd'hui parce qu'il y a plusieurs études qui montrent que les femmes autochtones et les femmes racisées en général ont tendance à être hyper sexualisées dans l'imaginaire populaire, ce qui fait que les violences sexuelles à leur endroit sont banalisées bien souvent. Je peux citer un exemple là-dessus. Il y avait eu un reportage d'enquête il y a quelques années, 2-3 ans, qui portait sur les violences sexuelles dont sont victimes les femmes inuites ou Nunavik de la part des visiteurs blancs qui sont de passage. Et le reportage citait en fait un juge qui avait rendu un jugement dans une affaire d'agression sexuelle d'une jeune fille inuite de 15 ans par un homme blanc de passage. Et le jugement était vraiment choquant à écouter, en fait, parce qu'il minimisait beaucoup les conséquences de cette agression-là. Le juge disait que la culture inuite est connue pour être plus libertine, que les femmes inuites aiment se donner aux hommes blancs, cherchent à se donner aux hommes blancs, que cette agression-là, sur cette fille-là, n'aurait pas les mêmes conséquences qu'elle aurait eues sur une fille blanche de 15 ans qui aurait vécu la même chose. Donc, il y a une grande banalisation des violences sexuelles faites aux femmes autochtones et qui trouve ses racines là-dedans. Et donc, ça montre l'importance, le rôle social de l'histoire, du travail de l'enseignement de l'histoire pour lutter contre ce type de préjugés-là.
Troisième problématique qu'on retrouve dans la façon dont on enseigne l'histoire autochtone, c'est qu'on n'individualise pas beaucoup les Autochtones dans nos livres d'histoire et dans nos cours d'histoire. On sait que notre enseignement de l'histoire est marqué par plusieurs grands personnages célèbres, comme Champlain, Montcalm, Madeleine de Verchères, etc. On en fait des héros dans la construction de notre récit national. Chez les Autochtones, lorsqu'on parle des Autochtones, il y a très peu d'individus qui sont nommés par leur nom, en fait, qui sont mentionnés de façon comme un individu. On va parler d'eux comme les Hurons, les Montagnais, les Iroquois. Évidemment, j'utilise des termes qui sont désuets maintenant pour parler de ces nations-là, mais on les présente toujours comme un groupe. Et c'est pas anodin, c'est pas banal, cette façon de faire-là, parce qu'on leur a refusé tout le long de l'histoire une individualité et on leur a refusé le fait qu'ils pouvaient être des acteurs d'histoire à part entière, de la même façon que Samuel de Champlain a pu être un acteur d'histoire à part entière. Il n'existe que comme l'autre, donc l'autre avec un A majuscule, qui est menaçant, qui est incivilisé, en contraste duquel la nation québécoise a pu se développer courageusement. Donc, c'est le fameux concept d'altérité, oui, qui a été développé beaucoup en philosophie, en anthropologie, qu'on retrouve ici. Il y a quelques contre-exemples qu'on retrouve dans les récits nationaux québécois, donc des noms d'Autochtones qui se retrouvent, comme Louis Riel et Sainte Cathérie, qui était une sainte catholique qui provient de la nation de Mohawk, de Kanawake, si je ne me trompe pas. Et donc, c'est pas anodin, ces choix-là. Évidemment, il y a un choix comme politique derrière tout ça aussi. Ces personnages-là contribuent à la construction aussi du récit national. Louis Riel, il était perçu comme un francophone dans l'Ouest qui se battait aussi contre la domination des Canadiens anglais, etc. Donc, on s'identifiait à ce personnage-là dans les luttes des francophones contre les anglophones. Et Sainte Cathérie, c'est l'ultime indienne parfaite, l'indienne idéale. Encore une fois, je me mets guillemets ici. Évidemment, j'utilise des termes qui sont maintenant dépassés, mais elle était assimilée parfaitement, elle était devenue catholique, donc elle représentait cet idéal-là d'Autochtone qui a adhéré aux valeurs des Blancs, finalement. Donc, ces choix-là ne sont pas banals. Donc, il y a un effort à faire pour les profs à essayer d'intégrer plus de personnages, les nommer par leur nom, en parler comme des individus. C'est pas toujours facile parce que l'histoire n'a pas retenu 1 million de noms de personnages autochtones par désintérêt, j'imagine, des historiens à travers le temps. Mais il y a des personnages qu'on pourrait commencer à intégrer, comme par exemple, j'ai mis ici la photo de Mary Two-Axe Early de Ganawagé, qui était une féministe qui luttait pour les droits, pour modifier en fait la loi sur les Indiens pour donner certains droits aux femmes autochtones. Je ne rentrerai pas dans les détails, mais c'est en lien avec le militantisme des femmes autochtones par rapport à la loi sur les Indiens. Donc, c'est le genre de réflexion qu'il faudrait avoir en ce moment. Quatrième point qui est très d'actualité, c'est la question de l'inconfort culturel qui mène à une culture d'évitement lorsqu'il s'agit des Autochtones. Il y a un concept en éducation qui s'appelle l'inconfort culturel. Ça revient à dire que l'enseignant peut se sentir mal à l'aise d'aborder certains éléments culturels d'un autre groupe ethnique, souvent lorsqu'il y a eu un rapport de dominant-dominé entre les deux groupes ethniques. Donc, c'est particulièrement difficile d'aborder certains sujets qui touchent à l'oppression de d'autres groupes ethniques que le nôtre. Donc, on peut se sentir pas qualifié, on a peur de faire des maladresses, on a peur d'être perçu comme raciste, etc. Et la situation semble s'être aggravée dernièrement avec ce qu'on a appelé la cancel culture, où il y a des professeurs qui ont été vraiment vilipendés, pour le dire poliment, sur la place publique pour avoir abordé certains sujets sensibles d'une façon qui a été jugée inappropriée. Ça s'est vu au niveau universitaire, mais ça s'est vu aussi au primaire et au secondaire, où il y a des enseignants d'art plastique, par exemple, qui ont essayé de faire un projet en lien avec la culture autochtone, mais ça a été mal perçu, ça a été vu comme si on se moquait d'eux ou peu importe. Donc, c'est un contexte où on est dans un contexte où une simple maladresse peut mener à une humiliation très, très publique et très, très rapide des enseignants. Donc, ce qu'on peut craindre, c'est un réflexe d'éviter, encore plus qu'on l'évitait déjà, les sujets sensibles en lien avec les Autochtones, mais aussi avec les autres groupes ethniques minoritaires. Parler d'esclavagisme, de violence systémique contre les Autochtones. Donc, on peut avoir le réflexe d'éviter tout ça. Comme je le disais, c'est une culture d'évitement qui a toujours existé face aux Autochtones, mais qui pourrait empirer dans les prochaines années. Et en didactique, quand on étudie en fait l'éducation, on se rend compte qu'il y a plusieurs spécialistes qui sont en faveur, qui encouragent les enseignants à éviter la controverse en classe parce qu'on veut former des citoyens avec un esprit critique, qui sont capables de débattre, qui sont capables de se renseigner, etc. Donc, le rôle de la controverse et des sujets sensibles en classe revient beaucoup dans les textes en éducation, mais ça devient de plus en plus difficile pour les profs d'appliquer ça dans la réalité. Donc, il y a peut-être une réflexion à avoir en tant que groupe, en tant que société, à ce sujet-là, la place qu'on donne à la controverse en classe.
parce que, et là, c'est peut-être mon petit commentaire personnel, mais il y aura des conséquences importantes si on ne peut plus aborder les questions qui touchent les minorités culturelles et qui sont sensibles. Ça les fait retomber dans l'oubli. On retombe dans un monde où l'histoire est axée autour de l'action de la majorité blanche, là, finalement. Donc, il y a un danger de faire sombrer ces thématiques-là importantes dans l'oubli, de peur de commettre des maladresses. Et cinquième point que je voulais aborder avec vous, dans la tradition d'enseignement au Québec et au Canada, on a tendance à faire disparaître les Autochtones à partir de la conquête. Donc, on parle beaucoup d'eux au moment des premiers contacts. Donc, quand les Français arrivent, explorent et tout ça, on parle de leur rencontre avec les premiers peuples. Là, on va faire cette description qu'on fait toujours, cette division entre les Algonquiens et les Iroquoiens, qui est traditionnelle dans la façon dont on enseigne les cultures autochtones. Peut-être qu'on parle un peu des Inuits, pas toujours, mais des fois on parle des Inuits aussi. Et la tendance, c'est qu'une fois que la Nouvelle-France se termine après la conquête, c'est comme si les Autochtones disparaissaient de l'histoire. Donc, on se trouve à négliger des aspects qui sont vraiment importants dans l'histoire autochtone qui se passe au 19e siècle, toutes les politiques d'assimilation massive après la Confédération, les pensionnats, la sédentarisation forcée, les enlèvements d'enfants, etc. On se met à ne pas parler de ces choses-là. Et là, il y a beaucoup de chercheurs qui pensent qu'il y a une raison politique, là, pourquoi on a tendance à laisser de côté les Autochtones après la conquête. C'est pour donner l'impression qu'ils n'existent plus après la conquête, que les territoires sont vides, qu'on peut les exploiter comme on veut. Donc, on appelait ça le mythe de la race mourante, l'idée que les Autochtones auraient disparu éventuellement dans l'histoire. Et c'est en lien avec des enjeux comme les ressources territoriales, l'utilisation des territoires. C'est des enjeux, encore une fois, qui ne sont pas anodins parce que c'est souvent des dizaines, voire des centaines de millions de dollars que les gouvernements doivent verser en redevance aux Autochtones quand on reconnaît qu'ils occupent un territoire et qu'ils l'ont occupé historiquement. Donc, on a pu supposer qu'il y a eu une tentation par le passé d'instrumentaliser l'histoire pour donner l'impression que les Autochtones avaient disparu. D'ailleurs, aux États-Unis, il y a des sondages qui ont montré qu'il y a plein d'Américains qui pensent qu'il n'y a plus d'Autochtones aux États-Unis parce que c'est ça, on a volontairement choisi de ne plus parler d'eux après un certain moment dans l'histoire. Moi, en tout cas, je considère que c'est problématique le fait qu'on ne parle pas justement des événements, on parle peu des événements majeurs après au 19e siècle comme les pensionnats, parce que c'est ce qui nous permet de comprendre le traumatisme intergénérationnel et les difficultés auxquelles font face les Autochtones aujourd'hui. Si on ne comprend pas l'histoire de la colonisation, c'est très difficile d'amorcer cette réconciliation avec les peuples autochtones qui est en cours en ce moment. Et apparemment que, selon un sondage, il y a seulement 10% des Canadiens qui connaissent l'histoire de la colonisation des peuples autochtones. Donc, 90% des Canadiens ne connaissent pas ces pans-là de l'histoire et donc ne comprennent pas le traumatisme qu'ont subi les Autochtones à partir dans l'histoire. Pistes de solutions, c'est toujours plus facile de dire c'est quoi les problèmes que d'élaborer certaines pistes de solutions. Mais rapidement, on pourrait dire évidemment que tout part par une meilleure formation des futurs enseignants. Il y a encore plusieurs universités qui n'offrent pas de cours d'histoire autochtone, spécialement d'histoire autochtone aux futurs enseignants. Donc, ils se retrouvent à enseigner plein de pans d'histoire autochtone qu'eux-mêmes n'ont jamais appris. Donc, de mieux former les profs, certainement, ça les rend plus confiants pour aborder ces sujets-là. Mais ce n'est pas tout d'enseigner l'histoire autochtone. Il faut aussi autochtoniser à la façon dont on présente l'histoire autochtone. Il faut intégrer la perspective des Autochtones sur leur propre histoire dans la formation des enseignants. Donc, au lieu de parler de l'histoire des Autochtones du point de vue de l'homme blanc, il faut tenter de partir du point de vue des Autochtones, par exemple, en intégrant l'histoire orale, qui est vraiment un pan fascinant là, à étudier. Ce serait intéressant également de collaborer avec des organismes autochtones, si on le peut, là, parce qu'ils sont très occupés et ne sont pas toujours intéressés non plus à collaborer, mais de tendre la main pour essayer de collaborer avec les organismes autochtones pour développer des programmes, développer des activités. On parle de décoloniser l'éducation ici et peut-être privilégier des activités d'immersion aussi dans des communautés, justement pour faire le pont entre les allochtones et les autochtones. Je conclurai en disant que toutes les commissions d'enquête qu'il y a eu dans les dernières années sur les Autochtones, comme la commission Vien, la commission sur les femmes autochtones assassinées et disparues, la commission Vérité et Réconciliation, et même l'ONU également, sont venus à la conclusion que c'est par l'éducation qu'on va améliorer le sort des premiers peuples dans le monde, des Autochtones dans le monde, qu'on va mettre fin à la discrimination et aux disparités qui existent encore ou toujours entre les Allochtones et les Autochtones. C'est pourquoi c'est un sujet qui m'apparaît personnellement crucial. Je pense qu'on doit repenser à la façon dont on enseigne l'histoire autochtone parce que l'histoire autochtone a beaucoup à faire pour contribuer à la réconciliation et au processus de guérison. Donc, voilà, je vous dis merci. Merci de m'avoir écouté. Donc, merci beaucoup pour ta présentation. Il y a vraiment plein de points intéressants. Ça vient aussi beaucoup chercher ce
ce que je vois beaucoup en histoire juive, en fait, dans la difficulté d'enseigner l'histoire de la Shoah, puis qu'il y a une tendance à moins en parler. Je ne veux pas non plus partir le débat dont tu as évité aussi de parler, mais c'est justement quelque chose qui est beaucoup mentionné par les femmes, par beaucoup de femmes autochtones, puis par beaucoup d'organisations aussi militantes noires, des militants juifs, en différentes communautés culturelles qui ont été marginalisées, oppressées, discriminées au Québec, au Canada et ailleurs. C'est beaucoup le fait, en fait, c'est qu'on ne demande pas de plus en parler, c'est de bien en parler. Puis le problème, c'est aussi les cours, pas juste à l'école primaire, pas juste la formation des futurs enseignants, mais aussi le contenu des cours dans les universités, l'absence ou le manque de chaires de recherche, ou le fait que la majorité des cours en histoire autochtone qui sont donnés au Québec, même au niveau universitaire, le sont donnés par des personnes blanches. Donc, ça crée aussi une reproduction des stéréotypes et d'une histoire des fois un peu biaisée. Donc, très intéressant, des bonnes pistes de réflexion. Et comme beaucoup de femmes le répètent ardemment depuis quelques années dans les milieux autochtones, c'est pas juste de parler des questions négatives aussi, c'est aussi une autre piste de solution, peut-être d'aller voir, c'est de parler des points de vue positifs, en fait, parce qu'il se passe des choses belles dans les communautés. C'est en parlant des fois des belles choses, des bonnes choses, qu'on peut arriver à inclure ces groupes-là d'une façon positive et moins délicate pour les enseignants. Puis d'ailleurs, juste une dernière chose avant de passer à l'autre période. Adèle Clapperton, Richard Clapperton, je ne sais pas si tu as vu, mais je te conseille d'aller voir. En fait, elle va beaucoup chercher ce que tu as dit dans son mémoire, mais dans une période précédente. Elle montre à quel point les femmes noires et les femmes autochtones ne sont jamais nommées en tant que personnes, mais toujours en tant que groupe homogène essentialisé. Donc, ta présentation, ce qui est pertinent, maîtrise, c'est que tu fais le constat qu'elle a fait pour les années 60, mais dans un contexte actuel. Donc, merci beaucoup, c'était très intéressant. Merci. Merci. Maintenant, ça va être à Mélissa Benjamin. Je réalise que pour Joanie, je n'ai pas dit qu'elle travaillait avec Julia Poirier, ce qui a été dit par Joanie. Donc, Mélissa Benjamin, pour sa part, travaille en co-direction aussi avec Julia Poirier et avec Gaëtan Thériault. Donc, vous êtes toutes deux étudiantes à l'UQAM. Donc, maintenant, Mélissa, c'est à toi. Donc, avant de commencer, j'aimerais lancer une question. Qui parmi vous ont eu envie de poursuivre des recherches ou d'en savoir plus sur un sujet après avoir écouté une télésérie ou un film historique? Pour ma part, ça a été le cas avec Gladiateur. Toutefois, la recherche que je vous présente, justement dirigée par Julia Poirier et Gaëtan Thériault, découle du constat plutôt affligeant que les connaissances historiques d'un individu sont davantage retenues si elles proviennent d'un film ou télésérie que de lectures ou de cours d'histoire. Donc, les mauvaises informations et les clichés qui sont véhiculés dans ces films historiques, ces fictions historiques, peuvent participer davantage à former la culture générale que la discipline historique. En tant qu'historienne, je me suis donc interrogée plus particulièrement sur un cliché concernant la gladiature, le cliché du combat à mort, qu'on retrouve dans les films Gladiateur de Ridley Scott et Pompéi de Paul Anderson, et de sa présence dans les représentations des étudiants de cégep. Cela m'amène à me poser donc 3 questions. Ce cliché est-il vrai ou faux? Comment est-il devenu un cliché? Et le retrouve-t-on dans les représentations que se font les étudiants de cégep à propos de la gladiature? Pour répondre à ces questions, je vais d'abord valider la véracité historique de ce stéréotype avec les connaissances actuelles sur le sujet. Ensuite, je vais vous parler de son évolution dans la culture populaire, puis terminer avec une incursion dans les résultats de l'analyse de questionnaires remplis par des étudiants de cégep. La définition du combat à mort va comme suit. Les gladiateurs se battent jusqu'à la mort de leur adversaire. Tous les combats sont donc à mort, sauf si un gladiateur est gracié par le geste du pouce vers le haut. La mort peut survenir sauvagement durant la mêlée en raison de la cruauté inhérente de ces combats ou à la fin de l'affrontement par une froide exécution du perdant ordonnée par le geste du pouce vers le bas. On retrouve ce stéréotype du combat à mort dans divers dialogues de nos 2 films, comme par exemple le discours du laniste Proximo, assez recru dans le film Gladiateur. I am Proximo. I shall be closer to you from the next few days, which will be the last of your miserable lives, than that bitch of a mother that brought you screaming into this world. I did not pay good money for your company. I paid so that I could profit from your death. And as your mother was there at your beginning,
so I should be there at your end. And when you die, and die you shall, your transition shall be to the sound of... Évidemment, on retrouve aussi le cliché dans la majorité des scènes de combat de nos deux films. Ce cliché est faux, en ce qui concerne du moins la période du Haut Empire romain. La gladiature a duré environ 800 ans. Donc, avant la révolte du gladiateur Spartacus et durant le Bas Empire, il semble effectivement que la mise à mort était plus fréquente et la gladiature moins sportive. Toutefois, durant le Haut Empire, qui se situe entre 27 avant notre ère et 235 de notre ère approximativement, ce qui correspond donc à l'époque de nos deux films, c'est l'apogée de la gladiature, c'est la période dite technique. Les combats à mort, bien qu'ils existent, sont beaucoup plus rares et onéreux. La mort ne peut pas être donnée n'importe quand, ni n'importe comment, et elle est donnée avec respect et reçue avec courage et résilience par les gladiateurs défaits. Entraîner un bon gladiateur prend du temps et de l'argent. Ce qu'on veut maintenant, c'est donner un bon show. On préconise la qualité plutôt que la quantité. Donc, pour demander un combat à mort, l'organisateur doit payer la vie du gladiateur à son laniste, qui avait passé donc des années à l'entraîner et à l'entretenir. Il est donc plus rentable pour ce dernier de le garder en vie. De plus, la gladiature est hautement codifiée et encadrée. On retrouve d'ailleurs des arbitres sur le sable de l'arène, reconnaissables par leur toge et leur bâton, qui vont s'assurer justement donc du bon déroulement du duel. Par exemple, on a même un bas-relief qui représente un arbitre qui semble retenir les ardeurs d'un gladiateur envers son opposant. Ironiquement parlant, on retrouve des images de ces arbitres sur les murs de l'arène dans le film Pompéi, qui clairement n'a pas d'arbitre dans ces scènes. Même le contrat des gladiateurs ne stipule pas plus de 3 ou 4 combats à armes réelles par année. On ne parle même pas de combats à mort, on parle juste d'armes réelles. Les combats se font généralement à armes plombées, ce qui veut dire qu'il y a un bout de plomb sur la pointe de l'arme pour éviter les blessures. Alors, si ce n'est pas la mort qui met fin au combat, qu'est-ce qui y met fin? Les hypothèses les plus plausibles seraient que les combats prenaient fin lorsqu'un des deux participants se soumettait, soit en tendant la main ou en levant l'index, probablement à bout de souffle et essoufflé. Maintenant, vous vous demanderez peut-être qu'est-ce qu'il y en est justement du fameux geste du pouce. Eh bien, il n'a jamais existé. Il découle d'une mauvaise interprétation du latin par le peintre Jean-Léon Gérôme d'un texte antique. Ce dernier aurait interprété que les Vestales, vierges prêtresses, tournaient le pouce vers le bas pour demander la mort d'un gladiateur vaincu. Et c'est ce qu'il a représenté donc dans son œuvre qui est devenue très célèbre, Pollice Verso, en 1872. La scène fut reprise à l'identique en 1912 dans le film Quo Vadis, un film qui lui-même fut repris à de multiples reprises. Et le geste du pouce est donc ainsi immortalisé dans la culture populaire. Fait intéressant. Avant la peinture de Jérôme, les traductions du geste étaient variées dans le monde scientifique. Pour certains, c'était même le pouce vers le haut qui demandait l'exécution. Alors qu'après la peinture, après 1872, même les chercheurs semblent avoir été imprégnés de l'image parce que le geste du pouce vers le bas n'est plus remis en question avant des décennies. De nos jours, l'hypothèse est que ce geste serait plutôt l'index pointé vers le gladiateur vaincu. Si simple. La toile de Jérôme a également propagé le cliché de ce cruel combat à mort, avec d'ailleurs les multiples opposants qu'on retrouve au sol, et le gladiateur victorieux écrasant insensiblement l'adversaire défait au sol en l'écrasant de son pied et regardant les vierges prêtresses demandant fiévreusement son exécution. L'origine du cliché vient justement de cet autre cliché qui lui est intrinsèque, la cruauté, qui elle-même émane d'une vision christianisée du phénomène de la gladiature. Effectivement, les textes des premiers chrétiens sont très méprisants envers cette activité, qu'ils tentent d'ailleurs de faire interdire, mais pas parce qu'ils la trouvaient cruelle, parce qu'elle allait à l'encontre de la loi divine « tu ne tueras point » et à cause du danger pour leur âme d'être atteints de la fièvre de la passion s'ils y assistent. C'est d'ailleurs pourquoi la gladiature leur est interdite, comme bien d'autres spectacles, comme les courses de chars et même le théâtre. Selon Paul Venn, ce sont les chercheurs du 18e et 19e siècle qui portent de nouvelles valeurs chrétiennes comme la charité, qui ont fait une relecture donc anachronique dans ces valeurs des textes des premiers chrétiens.
Ils associent leur dégoût envers ce sport à l'immoralité et la cruauté à mort. De là, donc, la cruauté s'est imprégnée à toute la gladiature. Aveuglés probablement par ces biais moraux, ils ont aussi mal interprété des textes de contemporains. Pour confirmer donc cette activité qui pour eux devait aussi être mal vue par les intellectuels polythéistes de l'époque, le problème c'est que ces écrits ont souvent été sortis de leur contexte ou bien ils ont généralisé des cas d'exception pourtant reconnus comme excentriques ou même désapprouvés par les contemporains, comme par exemple les extravagances violentes de l'empereur Commode, qui organisait des combats inégaux où la mort n'était justement pas donnée non plus avec respect. Un autre exemple serait l'incompréhension du mécanisme des duels entre le couple rétiaire-sécutor. Donc, le rétiaire était vu comme un homme sans protection, avec des armes ridicules contre un adversaire pleinement protégé et mieux équipé. En réalité, il a été prouvé par l'archéologie expérimentale que le rétiaire était un des gladiateurs les plus redoutables, dû à son agilité et à son endurance. Ces écrits scientifiques ont donc par la suite alimenté les artistes voulant représenter ce monde antique et exotique, qui vont alors dépeindre des êtres sanguinaires et barbares portant d'étranges et d'effrayants accoutrements, ainsi qu'un public avide de sang. Ils y rajoutent des adjectifs, des émotions, puis remplissent les zones d'inconnu avec leurs imaginations, ainsi que de leurs propres erreurs et incompréhensions du phénomène. Par exemple, dans la culture populaire, les gladiateurs sont généralement confondus aussi avec les condamnés à mort. Bref, toutes ces images sont acceptées, puis répétées, puis ancrées dans la culture, puis elles deviennent clichés. Ainsi qu'un lieu commun pour les péplums, film dont l'action se passe dans l'Antiquité, et un point de repère de la représentation de l'Antiquité chez son public. Et ce processus a commencé tôt. Par exemple, en 1809, avec le roman péplum Martyr de Chateaubriand, qui a ensuite ouvert la porte pour d'autres romans, comme Les Derniers jours de Pompéi, Les Quo Vadis, etc., qui eux-mêmes ont fait des films, qui ont fait des remakes, et qui, jusqu'au péplum d'aujourd'hui, ont apporté cette mort et cette cruauté qui est de plus en plus présente, même plus présente que jamais, en fait. Cette influence de la science vers la culture n'est malheureusement pas à sens unique. Elle se retourne contre la science elle-même. Il s'ensuit alors un cercle vicieux, comme nous l'avons vu avec la peinture de Gérôme, qui ne peut être brisé tant que certaines bases, comme les textes de leurs prédécesseurs, ne sont pas remis en question, tant que l'on ne revient pas aux sources. La majorité des ouvrages historiques publiés donc avant les années 2000 évoquaient encore avec dédain ces combats sanglants. Notamment, en 1939, le grand historien de l'Antiquité, Jérôme Carcopino, abordait les combats de gladiateurs comme suit. Début de la citation. « Pour l'honneur des Romains, nous voudrions arracher du livre de leur histoire ce feuillet ou ce brouillat taché de sang indélébile, l'image de la civilisation. » Maintenant, pour répondre à notre troisième question, retrouve-t-on ce cliché dans les représentations que se font les étudiants de cégep à propos de la gladiature? Nos données reposent sur l'analyse d'un corpus de 146 questionnaires complétés par 146 étudiants de cégep. Il a été proposé en 4 parties successives, dans le but que les étudiants ne puissent pas revenir en arrière pour changer leur réponse. Ils avaient comme instruction de répondre selon leur conception. Dans ce sens, il n'y avait donc aucune mauvaise réponse. Ils étaient encouragés à laisser des commentaires et pouvaient choisir plus d'une réponse. Pour la présente communication, je vais me concentrer sur 3 questions à court développement de la 2e partie du questionnaire et 7 questions à choix de réponse de la 3e partie. Les 3 questions à court développement sont les premières questions concernant la gladiature dans le questionnaire. Elles sont « Décrivez ce qu'est un gladiateur selon vous, fonction, statut social, conditions de vie, etc. Et à quoi cela ressemble, physique, armes, armure, etc. Selon vous, qu'est-ce qui est vrai sur les gladiateurs et leurs combats dans les films, par exemple Gladiateur et Pompéi? Qu'est-ce que vous aimeriez savoir sur les gladiateurs? » Donc, sans avoir mentionné le sujet au préalable, en réponse à ces 3 questions, l'idée de la mort comme finalité du combat est présente dans les réponses de 34 étudiants sur 146. L'aspect de la cruauté, lui, l'est pour 11 étudiants. Et 6 combinent les 2 aspects du cliché. Voici 2 exemples de réponses des étudiants à la question « Selon vous, qu'est-ce qui est vrai sur les gladiateurs dans les films? » Le premier nous dit
qu'ils sont dans des arènes où plusieurs personnes les regardent comme amusement malgré le massacre horrible. Le deuxième dit « The fights usually end with death and are very brutal. Also, the crowd cheers and encourages bloodshed. » Dans la troisième partie du questionnaire, comportant les questions à choix de réponse, cette question était dirigée particulièrement vers le cliché à mort. Alors, voici les résultats. Est-ce que les gladiateurs se battent toujours à mort? 91 étudiants sur 146 ont répondu oui. Est-ce que vous considérez la gladiature comme une activité cruelle? 101 étudiants ont répondu oui. Est-ce que le geste du pouce vers le haut ou pouce vers le bas, avait un grand impact sur l'issue du combat? 93 étudiants ont répondu oui. Les gladiateurs, avec leurs armes et leurs armures, sont-ils essentiellement équipés pour tuer? 103 étudiants ont répondu oui. Qu'est-ce qui met fin au combat? Les choix de réponse étaient l'arbitre, l'organisateur du combat, la mort de l'adversaire, le premier qui saigne. 119 ont répondu la mort de l'adversaire et 72 n'ont choisi que cette réponse. Est-ce que les combats de gladiateurs sont souvent truqués? 80 étudiants, toujours sur 146, ont répondu oui. Dernière question. Pourquoi la foule aimait-elle les combats gladiateurs? Les choix de réponse étaient pour voir du sang, voir la mort, faire du social, voir la technique, le divertissement ou aucune de ces réponses. Donc, 54 étudiants ont répondu pour voir du sang, 46 ont répondu pour voir la mort et 41 ont choisi ces deux réponses, voir du sang et voir la mort. Nous pouvons d'ores et déjà affirmer que le cliché est présent dans les représentations des étudiants. Nous avons constaté que les étudiants ont choisi les réponses correspondant au cliché avec une moyenne de 62,33 %. De plus, en croisant les résultats de deux questions principales, soit est-ce que les combats sont toujours à mort et sont-ils cruels, 65 étudiants perçoivent donc les combats à mort comme étant toujours à mort et comme étant cruels. D'autres corrélations sont bien intéressantes, notamment pour 55 participants, les combats sont toujours à mort, les gladiateurs sont essentiellement équipés pour tuer et la mort est la seule façon de mettre fin au combat. Tout un combo pour notre cliché. Certaines incohérences aussi dans les réponses des étudiants sont pertinentes à mentionner. Par exemple, considérant que le cliché, justement, avait l'option d'être épargné, on imagine que le terme « toujours » dans la question « Est-ce que les gladiateurs se battent toujours à mort ?» a sans doute encouragé 9 étudiants à répondre « non », alors que pourtant, la mort comme finalité du combat est bien présente, puisqu'ils l'ont mentionné dans les 3 questions à court développement ou en commentaire dans la section à choix de réponse. Dans le même ordre d'idée, se trouve une incohérence aussi exprimée par 20 étudiants, ayant uniquement choisi la mort de l'adversaire comme pouvant mettre fin au combat. Mais pourtant, ils ont aussi sélectionné que les combats ne sont pas toujours à mort. Donc, il n'y a que la mort qui peut mettre fin au combat, mais les combats ne sont pas toujours à mort. Donc, on s'imagine qu'il y a quelque chose ici où on pourrait peut-être augmenter le nombre de participants pour qui la mort fait partie de leur imaginaire, en plus des 91 ayant répondu directement oui à la question. En ce qui a trait à l'aspect de la cruauté du cliché, la gladiature est considérée cruelle, donc comme on l'a vu pour 101 cégepiens. Mais étonnamment, ce n'est pas que les 101 étudiants qui trouvent la gladiature cruelle, qui ont sélectionné les autres réponses s'affiliant à cette cruauté. Donc, 21 participants ont répondu que la gladiature n'est pas cruelle, mais que les combats sont toujours à mort. 15 étudiants pour que la gladiature n'est pas cruelle, les combats sont à mort et aussi truqués. Et pour 7 d'entre eux, malgré que la gladiature, encore une fois, n'est pas cruelle, la foule aime y voir le sang et la mort, les combats sont à mort et truqués. Donc, là aussi, il y a quelque chose qui nous laisse suggérer que le cliché est présent chez peut-être un plus grand nombre d'étudiants. Donc, comme on l'a dit tantôt, nous pouvons donc affirmer que le cliché est bien présent chez les étudiants. En conclusion, le cliché est faux pour la période du Haut Empire représentée dans Gladiator et Pompéi. Il provient de préjugés moraux et d'erreurs d'interprétation de la part des chercheurs. Ces images se sont propagées dans le monde artistique, qui l'ont amplifié, répété et rendu cliché. Un cliché qui, à son tour, a teinté le regard de nouvelles générations de chercheurs qui ne le remettent plus en doute. Puis, on le retrouve bel et bien dans les représentations de gladiatures d'étudiants de cégep. C'est entre autres pourquoi
dans ma recherche de maîtrise, je traite également des avantages de l'enseignement de l'histoire avec les fictions historiques et encourage donc le dialogue entre les membres de 3 disciplines, histoire, cinéma et enseignement. L'apprentissage de l'analyse filmique par le biais de la pensée historienne peut faciliter le développement de l'esprit critique des étudiants envers les fictions historiques et principalement les péplums. Parce que l'Antiquité a la particularité d'être malmenée par le cinéma dû à ses attributs lointains et fantasmagoriques. D'ailleurs, nous avons remarqué dans notre analyse des questionnaires que le manque de connaissances et de compréhension sur l'Antiquité elle-même est inquiétante. La période est parfois mélangée avec le Moyen Âge ou même des mondes fantastiques comme Game of Thrones. Néanmoins, ne négligeons pas que les fictions historiques ont de quoi de merveilleux. Elles sont les aèdes de notre temps et elles éveillent de nouveaux intérêts pour l'histoire depuis des générations. Voilà. Donc, merci Mélissa. C'était très intéressant aussi comme présentation. Tu nous as bien montré le pour et la conséquence un peu à double tranchant d'aborder l'histoire dans des œuvres de fiction à la fois. Ça nous encourage à nous intéresser à l'histoire d'un phénomène, mais en contrepartie, souvent, ça nous informe de façon erronée. Puis tu as bien montré en fait la ténacité des clichés. On l'a vu dans les 2 présentations, là, la littérature, la peinture et le cinéma ou la télé vont contribuer à reproduire constamment ces clichés-là. Puis, je suis vraiment d'accord avec l'idée que tu soulignes, en fait, des utiliser pour enseigner parce que ça va permettre d'accrocher l'attention aussi des étudiants ou même des élèves au niveau du secondaire. Ça va être vraiment intéressant à déconstruire puis à développer l'esprit critique qu'on est supposé développer quand on est étudiant ou étudiante. Donc, merci beaucoup. C'était très pertinent. Donc, on va passer aux questions et réponses. Donc, merci beaucoup. La première question est pour Joanie, en fait. Donc, Joanie, on te demande comment avez-vous construit vos méthodes d'investigation auprès des enseignants et enseignantes? Quel est votre échantillon, sa représentativité, région du Québec choisie? Donc, c'est plusieurs questions, en fait. D'accord. Bien, je suis encore en construction, en fait, de tout ça. J'ai construit mon outil de collecte de données en me basant sur la revue de littérature et les problématiques que j'ai soulevées. Et là, je suis en train de, justement, former mon échantillon. Je vise une 15aine d'enseignants. Et le but, d'avoir des enseignants, en fait, avec des parcours variés et qui vivent dans des régions variées aussi, parce que j'ai l'hypothèse que le fait d'avoir été en contact avec les peuples autochtones, d'avoir une connaissance qui provient de son vécu des peuples autochtones, peut affecter notre enseignement. Je ne sais pas de quelle façon, je ne sais pas si c'est positivement ou négativement ou peu importe. Donc, je m'intéresse à des gens de différentes régions et avec différentes expériences avec les nations autochtones également. Donc, le prérequis, c'est seulement d'avoir 2 ans d'expérience, en fait, comme enseignant au secondaire, mais je vais m'efforcer de représenter un nombre de régions variées là, pour les raisons que j'ai dites. Je ne sais pas si j'ai répondu à l'ensemble de la question, mais ça s'enligne pour ça en ce moment. Donc, merci beaucoup. On a aussi une question pour Mélissa. Donc, en fait, 2 questions. La première, si tu as un blanc en répondant à la première ou à la deuxième, tu peux toujours me redemander. Donc, la première est, est-ce que vous pensez que ces représentations contemporaines de la gladiature et d'autres événements historiques plus violentes que la réalité de l'époque sont dues à une obsession avec notre société pour un passé qui doit être aussi violent que notre présent et une envie du sensationnalisme? Donc, c'est quand même une grosse question. Et ensuite, que pensez-vous de l'inclusion des jeux vidéo dans la fiction historique devant être inclus dans l'enseignement? Pour la première question, en fait, oui, je pense que je ne vais peut-être pas employer le mot obsession pour un passé qui est plus violent ou quoi que ce soit, mais effectivement, la réalité a tendance à amplifier le côté violent du passé par rapport avec les gladiateurs, entre autres. Ça participe tout aussi à l'aspect que je n'ai pas pu aborder ici, mais l'imaginaire, l'exotique, mais aussi se comparer. Eux étaient moins avancés que nous. Il y a un aspect extrêmement large avec l'imagination et les représentations que ça peut amener. Il y a aussi le fait que c'est une façon pour les films, des fois, de représenter justement, effectivement, les formes de violence qu'on vit dans notre société. Il y a aussi, parfois, c'est une façon j'avais lu à quelque part que c'est peut-être une façon
de transposer la violence qu'on aurait envie de faire, mais plutôt de la regarder. Entre autres, par rapport aux gladiateurs, la gladiature, à un moment donné, avec la Pax Romana à Rome, donc les soldats étaient moins en guerre, les gens se battaient moins, ils protégeaient en fait les frontières. La gladiature aurait peut-être été vue comme une façon d'exprimer cette virilité-là perdue de combat, de protéger, de conquérir, etc. Donc, on allait voir ces combats-là pour assouvir un peu cette envie-là qu'on ne pouvait pas assouvir. Donc, ta question pourrait être répondue carrément en un mémoire de maîtrise. Puis, évidemment, à 100%, le sensationnalisme en fait partie. Les combats gladiateurs, un peu comme les combats de boxe ou des combats d'arts martiaux, c'était pour faire vivre des émotions, c'était les gens allaient voir ça pour savoir qui des deux combattants allait gagner, voir la technique et tout ça, mais faire vivre des émotions au public, en fait. Eh bien, les cinéastes aussi veulent faire vivre des émotions à leur public. Donc, ils ne peuvent pas transposer cette même fièvre-là. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont amplifier, ils vont rendre ça plus extraordinaire pour qu'on ressente des émotions, même en étant assis dans notre sofa. Donc, c'est un peu tout ça, un peu plus complexe. Il y a beaucoup de choses qu'on pourrait répondre à ça. J'espère que j'ai quand même un peu répondu pour la première question. Donc, je n'irai pas pour le côté obsessif, mais clairement, il y a quelque chose là dans notre société qui a besoin d'être exprimé. Pour la deuxième question, par rapport aux jeux vidéo, oui, totalement, l'insérer dans l'enseignement. J'aurais voulu inclure les jeux vidéo à ma recherche, mais bon, à un moment donné, il faut se limiter. Mais les jeux vidéo sont aussi, comme pour les films, aussi une bonne façon. C'est déjà aussi beaucoup en processus. Il y a beaucoup d'articles qui sont sortis là-dessus. Entre autres, je pense qu'ils en parlent dans Monde de profane, un très bon livre qui est sorti, qui parle des différentes manières d'enseigner l'histoire à partir de l'histoire non scientifique, comme les films, les jeux vidéo, le théâtre, etc. Donc, tous les moyens sont bons pour enseigner l'histoire d'une autre manière, mais surtout de celle qui nous englobe dans notre société aujourd'hui avec les médias, les jeux vidéo, tout ça. Surtout les jeunes de nos jours sont extrêmement exposés à ça, beaucoup plus qu'ils vont l'être à des cours d'histoire. Donc, effectivement, les apprendre à avoir un regard critique à ça, de comprendre le fonctionnement de ce langage historique différent est important. Merci beaucoup. Il y a une autre question pour Mélissa. Donc, est-ce que d'avoir vu les films était un préalable pour les étudiants et étudiantes de ton échantillon? Non. Non, pas du tout. J'avais fait aussi un petit sondage à la fin du questionnaire sur quel péplum ils avaient vu ou pas. Il y en a qui n'avaient pas vu du tout, mais qui avaient quand même une notion de la gladiature parce que, veut pas, la culture populaire amène à voir des images par rapport à ça, que ce soit dans des affiches, dans des jeux vidéo, justement. La gladiature en tant que telle est reprise de manière plus subtile dans beaucoup de productions vidéo. Il suffit que vous ayez, même dans Toy Story, il y a un court-métrage avec Toy Story où justement les jouets doivent se battre dans un petit arène, puis les autres jouets leur dit allez, vas-y. Donc on voit des postiches, je ne sais pas si je n'ai pas le mot comme il faut, de gladiature dans d'autres choses. Même dans Marvel, Thor qui combat contre Hulk, c'est aussi un autre principe de gladiature. Donc, on est exposé à ces clichés-là de toutes sortes de manières et pas nécessairement en écoutant spécifiquement Gladiateur et Pompéi. Merci beaucoup. On a une autre question qui risque d'être... donc, cette fois-ci, c'est pour Joanie. Penses-tu que ces stéréotypes sont aussi dus aux clichés enseignés aux enfants dès leur bas âge, notamment via les films Disney comme Pocahontas? Ben, je pense que ça revient un peu aussi à ce que Mélissa disait, là. Il y a l'enseignement qui crée des clichés, puis après ça, dans la fiction, c'est repris. C'est un vase communicant, là. Ça vient des deux côtés, ça vient de la fiction, ça vient de l'enseignement, puis ça fait une roue comme ça. Oui, effectivement, Pocahontas, c'est un exemple de film qui ne passe pas bien l'épreuve du temps là, par rapport à la représentation des Autochtones qui est très cliché, avec la princesse indienne et tout ça. Donc c'est définitif en fait que tout ça, tous ces clichés-là, toutes ces images-là des Autochtones qui circulent dans la fiction
ont un impact. Les enfants arrivent à l'école, ils ont déjà une opinion de c'est quoi un autochtone parce qu'ils l'ont vu de toutes sortes de façons eux aussi. Fait qu'il y a aussi des mythes à briser là-dedans. Puis je voulais un peu renchérir sur ce que Mélissa disait là, par rapport à l'espèce d'insistance qu'on met sur la violence là, dans les œuvres de fiction quand on réfère au passé. Puis je voulais ajouter en fait que j'observe que c'est pas non plus strictement la période de l'Antiquité là, qui vit ça. Toutes les périodes sont représentées en mettant l'accent sur la violence. Tu avais des bons points de réflexion là-dessus. Est-ce que c'est pour l'aspect sensationnaliste, mais aussi pour l'aspect se distancier, montrer que dans le passé, ils étaient moins sophistiqués. Ça nous permet de nous définir comme êtres humains par rapport à eux, par rapport à leur violence et tout ça. Mais je trouve que de plus en plus, dans les œuvres de fiction, on met beaucoup l'emphase sur la violence et les aspects spectaculaires, comme s'il n'y avait pas de code de société, comme s'il n'y avait pas de règles dans le passé non plus. C'est intéressant comme sujet. Il reste comme 1 minute, il y a 2 questions. Je ne sais pas si on peut peut-être faire comme une espèce de mix des deux. Je pense que les deux peuvent se rejoindre si on a le temps, puis vous répondez parce qu'il y en a une pour chacune. Donc, en fait, il y en a une qui était pour Joanie, qui est vraiment axée sur est-ce que faire de l'enseignement en fait, de l'histoire autochtone pourrait ouvrir des nouvelles horizons pour des modèles politiques différents propres aux Autochtones? Puis l'autre question, en fait, est-ce qu'il est vraiment possible de changer notre façon d'enseigner? Donc, je pense que les deux vont se rejoindre parce que faut changer nos méthodes d'enseignement si on veut enseigner, en fait, d'une certaine façon, des modèles politiques autochtones. Donc, vas-y, Joanie. Qu'est-ce que vous pensez de ces deux questions-là? C'est super intéressant. En fait, ceux qui plaident en faveur d'intégrer les perspectives autochtones dans l'enseignement amènent souvent l'argument que justement d'amener les modèles politiques autochtones, les philosophies autochtones, leur rapport avec la nature, l'environnement, ça bénéficie à tout le monde, en fait. C'est des nouvelles perspectives pour nous qui sont posées. Moi, quand vous mentionnez plutôt la question de focusser, excusez-moi l'anglicisme, sur les aspects positifs aussi des cultures autochtones, mais je pense que c'est ça aussi, là. Quand on parle particulièrement des questions d'environnement, ça va chercher les jeunes, le rapport au territoire et tout ça. Je pense qu'il y a beaucoup à aller chercher là-dedans, puis que c'est positif, puis que ça bénéficie pas seulement aux Autochtones, ça bénéficie à l'ensemble de la société d'aller chercher ces autres perspectives-là sur ces questions-là. Puis un autre argument aussi pour adopter les perspectives autochtones, c'est que les jeunes vivent dans une société de plus en plus multiculturelle, de plus en plus diversifiée, puis d'apprendre à se mettre à la place de l'autre, d'avoir des perspectives différentes sur des mêmes sujets d'histoire. Après ça s'applique à plein d'autres perspectives, puis à plein d'autres groupes culturels. L'exemple des Autochtones, c'est une chose, parce que c'est ceux qui étaient sur notre territoire avant l'arrivée des Allochtones et tout ça, mais ça s'applique à tous les groupes minoritaires, finalement, d'adopter ces perspectives-là. Et bref, oui, je pense que plusieurs chercheurs le disent, je pense que ça enrichit nos perspectives d'aller chercher justement les perspectives des Autochtones. Il y a clairement une notion dans l'enseignement où est-ce qu'on pourrait modifier tout simplement, autant l'autre comme avec un grand A, comme tu disais, autant avec une autre nation que autant avec notre propre civilisation dans le passé. Il y a façon d'ouvrir les horizons. Il y a façon de changer l'enseignement. De toute façon, les méthodes didactiques et de l'enseignement sont déjà en avance sur ce qui se fait généralement en classe. Ça dépend beaucoup, comme tu l'avais dit, des professeurs, de l'individualité du professeur, de ses choix personnels pour enseigner, parce qu'il y a énormément d'outils qui sont à leur portée. Il suffit qu'on leur propose les outils justement nécessaires pour ça. Merci beaucoup. Donc, comme mot de la fin, je vous invite, pour ceux qui veulent enseigner différemment, à peut-être aller voir des ressources comme sur Récit, où est-ce qu'il y a toute une façon d'adapter l'histoire Québec-Canada, mais pour exemple, enseigner l'histoire de l'Égypte, il y a toute une méthode à travers les jeux vidéo, donc, qui est accessible. Donc, on a même l'expérience en classe pour pouvoir l'adapter à nos cours. Puis pour l'histoire autochtone, je vous invite à voir ce qui se passe en Colombie-Britannique, puisque on est à des années-lumière au Québec de ce qui se passe là-bas en enseignement autochtone. Les enseignants sont obligés d'inclure des apprentissages autochtones dans leur méthode d'enseignement. Donc, Joanie, tu peux toujours m'écrire si tu as des questions sur ça. Puis, l'enseignement autochtone prend donc autant les méthodes traditionnelles d'enseignement autochtone que le contenu est omniprésent dans le cursus, et non seulement en histoire, mais dans toutes les matières. Donc, super, c'est intéressant. Ça, c'est pas juste l'histoire non plus. C'est vraiment les perspectives autochtones sur plein de matières.
Donc, c'était super intéressant. Merci pour votre participation, puis bonne Merci chance dans à la toi. poursuite de vos mémoires. Merci beaucoup. Merci. Merci à tous. Donc, panélistes, présidente, d'avoir été avec nous cet après-midi. C'était très intéressant comme panel.